parole est à Madame Marie-Pierre de La Gontrie, rapporteure de la commission des lois. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, que vient de nous présenter notre collègue Laurence Rossignol, répond, nous le savons, à une attente et à une évolution nécessaire de la société. Elle s'inscrit, ça a été rappelé, mais je souhaite y insister, dans le prolongement de deux lois de référence en matière de protection de l'enfance. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et qui a été portée par notre collègue Philippe Bas, alors ministre de la Famille, et la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, proposée par nos collègues Michel Meunier et Muguette Dini, soutenue au nom du Gouvernement par notre collègue Laurence Rossignol, alors secrétaire d'État. Il est proposé, ça a été rappelé à l'instant, de compléter l'article 371-1 du Code civil qui définit l'autorité parentale par les mots « L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique ». Cette proposition de loi a donc pour objet de lutter contre les violences éducatives ordinaires, ce double oxymore, en affirmant la non-violence comme principe d'éducation. Parce que nous en convenons tous, la violence sur les enfants ne constitue pas un mode d'éducation. Pourtant, 85% des parents admettent y avoir eu recours dans le cadre de l'éducation, et pour plus de 50% d'entre eux, avant l'âge de 2 ans. Ces chiffres montrent combien ces pratiques sont encore largement répandues dans notre pays. Or, même si on peut noter une évolution progressive des mentalités, un tel niveau d'usage de formes de ces violences éducatives ordinaires, terme qui désigne à la fois les coups, les gifles, les humiliations ou les insultes, témoigne de mentalités profondément ancrées dans notre réalité collective. Les violences éducatives sont encore communément admises, parfois justifiées, voire plus rarement encouragées. Nous ne devons pas minimiser ce fait. En effet, les résultats des derniers travaux scientifiques démontrent les conséquences de ces gestes, de ces cris, de ces brimades du quotidien sur le développement des enfants. A été mise en évidence que, de ce fait, la violence était souvent intériorisée, admise comme un mode normal de relation et de résolution des conflits. Cela conduit à une banalisation du recours à la violence dont les conséquences peuvent s'avérer sérieuses et installer les ressorts des violences, notamment conjugales, mais au-delà aussi. Ces violences subies conduiraient à des comportements antisociaux, parfois à des addictions ou à des troubles anxio-dépressifs. Plus récemment, la recherche en neurobiologie a montré que l'exposition des enfants à ce stress a également des effets nuisibles sur leur développement cérébral et leur capacité d'apprentissage, au-delà des désordres psychologiques que je viens d'évoquer. Depuis près de 40 ans, un grand nombre de pays ont légiféré sur ce sujet, et nous pensons que pour la France, le moment est venu de rejoindre cette démarche. La Suède est à l'avant-garde de ce mouvement. Les violences éducatives y sont interdites depuis 1979, ce qui permet d'avoir du recul, et on a pu observer une forte diminution du nombre de demandes de placement en foyer. Dans d'autres pays, comme en Allemagne, on a également constaté une baisse de la violence des jeunes à l'école. Notre collègue Marc-Philippe Daubresse nous racontait ce matin en commission comment, dans sa ville, il avait mis en place, il y a maintenant longtemps, des dispositifs de soutien à la parentalité qui avaient vocation à éviter la violence, évidemment, et combien il en avait constaté l'effet positif. Dans notre pays, le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants réclament depuis plusieurs années l'interdiction des violences éducatives contraires aux droits de chacun, a fortiori de ceux qui sont les plus vulnérables, et au respect de l'intégrité physique et psychique. Les conséquences sur la santé et l'équilibre psychique et social étant avérées, le droit doit protéger les enfants. Or, quel est aujourd'hui l'état du droit ? Contrairement à ce que l'on affirme souvent, notre droit n'interdit pas les violences éducatives ordinaires à l'encontre des enfants. Certes, le code pénal sanctionne les auteurs de violences commises sur des mineurs de 15 ans par 3 ans d'emprisonnement, 5 ans lorsqu'elles sont commises par un ascendant, donc un parent. Mais la Cour de cassation admet ce que l'on appelle un droit de correction lorsque les violences ont été proportionnées aux manquements commis, si elles n'ont pas eu de caractère humiliant et qu'elles n'ont pas causé de dommages à l'enfant. La jurisprudence crée ainsi un concept de violence utile et acceptable. Se pose alors évidemment la question difficile de la limite entre ce qui est toléré et ce qui est condamnable, entre une punition et une parole humiliante. Comment apprécier la gravité de l'acte et ses effets ? Je le souligne, cette proposition de loi ne vise pas à modifier le code pénal, ni à créer une sanction pour les parents. Elle complète l'article 371-1 du Code civil.
Nous ne prétendons pas que ce texte réglera à lui seul le problème ancien de la violence éducative. Cependant, inscrire dans la loi un principe qui constitue le coeur d'une éducation bienveillante permettra d'accompagner le changement social déjà à l'œuvre et de lui donner un fondement juridique, car le code civil est le pilier de notre contrat social. On y trouve l'énoncé de plusieurs principes, comme celui du respect dû à son père et à sa mère, par exemple, et compléter l'article sur l'autorité parentale permettra ainsi de faire évoluer la jurisprudence. Rappelons enfin que cet article 371-1 du Code civil est lu aux futurs époux lors de la cérémonie du mariage et que donc, au-delà de sa portée symbolique, ce texte a donc un effet pédagogique fort. Au-delà des aspects relevant du droit français, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui permettra également de rendre notre législation conforme à nos engagements internationaux. La France est aujourd'hui, je vous l'indique, en contravention avec la Convention internationale des droits de l'enfant, qu'elle a pourtant ratifiée et dont on fêtera cette année le 30e anniversaire. Cette convention stipule que les États doivent prendre toutes les formes législatives pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale lorsqu'il est sous la garde de ses parents. Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a rappelé à plusieurs reprises à notre pays la nécessité de légiférer pour interdire formellement tout châtiment. La France a également été condamnée par le Comité européen des droits sociaux pour absence d'interdiction explicite et effective de tous les châtiments corporels envers les enfants. L'adoption de cette proposition de loi permettrait donc de nous inscrire dans un large mouvement européen, alors que 54 pays ont déjà intégré cette interdiction dans la législation, dont 23 pays de l'Union européenne sur 28, 5 pays seulement, dont le nôtre, n'ont pas franchi le pas. Il convient aujourd'hui d'y remédier. Enfin, cette proposition de loi a pour ambition de permettre à la France de rejoindre le rang des pays pionniers en matière de protection de l'enfance et a posé un principe clair. Pour grandir dans un environnement éducatif propice à leur développement, nos enfants, citoyens en devenir, ont droit à une éducation dénuée de violence et d'humiliation. Nous n'ignorons pas que ce texte, en désignant une pratique encore répandue, peut faire l'objet d'incompréhensions. Il convient donc de les aborder ici. Il ne s'agit pas de s'immiscer dans le quotidien des familles. Cette proposition de loi ne vise pas, évidemment, à dire aux parents comment ils doivent éduquer leurs enfants, mais elle a pour objectif de faire changer les comportements et de protéger les personnes les plus fragiles. Il n'est pas non plus question de culpabiliser les parents qui, se sentant démunis ou dépassés, ont parfois recours à la violence, mais d'affirmer que cette violence ne règle pas le conflit et n'est pas une preuve d'autorité. Beaucoup considèrent également que ces violences ne poseraient pas de problème, souvent d'ailleurs parce qu'ils les ont subies eux-mêmes. Nos habitudes culturelles, le poids de notre propre éducation sont les principaux freins d'une évolution pourtant nécessaire et souhaitée. Nous sommes donc là devant une forme de reproduction sociale de la violence, face à laquelle nous pouvons, comme législateurs, encourager un mouvement inverse de recul. Il s'agit donc bien de favoriser une prise de conscience, d'encourager ainsi la mise en œuvre de programmes de sensibilisation en lien avec les conseils départementaux, les travailleurs sociaux et les professionnels de l'enseignement. Il sera sans doute nécessaire d'accompagner cette loi d'une politique de soutien à la parentalité qui permettra d'aider les parents à rechercher d'autres solutions éducatives. Les pouvoirs publics doivent être mobilisés en ce sens. Mais tous ces éléments le disent clairement. La modification de la législation est nécessaire. Une prise de position claire du législateur est donc aujourd'hui indispensable. Le dispositif initial proposait de compléter l'article du Code civil afin d'exclure de la définition de l'autorité parentale tout traitement cruel et dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux punitions et châtiments corporels. Cette formulation était à rapprocher de celle utilisée par la Convention internationale des droits de l'enfant et des recommandations du Comité pour les droits de l'enfant des Nations unies. La commission des lois a eu le souci de faciliter l'adoption de ce texte dans les deux chambres. Cela a été rappelé à l'instant par notre collègue Laurence Rossignol. En effet, en novembre dernier, nos collègues députés ont adopté des dispositions similaires, après de longs débats nourris qui ont abouti à une quasi-unanimité à l'Assemblée. La commission des lois s'est donc attachée à reprendre le même dispositif que celui adopté à l'Assemblée. La rédaction est plus sobre que la nôtre, mais s'accorde avec l'esprit et l'objectif du texte initial, en posant clairement le principe d'une éducation sans violence. Le texte qui vous est donc présenté aujourd'hui a été adopté à l'unanimité par notre commission. Je souhaite en remercier chacun d'entre vous, et au premier rang desquels son président, ici présent. Nous espérons qu'il suscitera auprès de l'Assemblée le même consensus pour faire avancer encore davantage la protection de l'enfance. La France y est prête. Désormais, il est temps d'agir. Merci, Madame la